grands hommes et aux grandes femmes, la patrie reconnaissante, la patrie, mais aussi la République, nous dit-on. 4 résistants ont donc fait leur entrée aujourd'hui au Panthéon. Et nous posons la question ce soir dans 64 minutes, en quoi peut-on incarner la République et en quoi s'incarne-t-elle? Qui mieux pour répondre que Pierre Jox, ancien compagnon de route de François Mitterrand. Bonsoir Pierre Jox, merci d'être avec nous, bienvenue à vous. Vous êtes magistrat, vous avez été président de la Cour des comptes, vous êtes aujourd'hui avocat pour les enfants en difficulté, vous avez été ministre notamment de la Défense, de l'Intérieur, sous les mandats du président socialiste François Mitterrand. Vous avez aussi été membre du Conseil constitutionnel. Voilà donc pour votre parcours, même si il n'est pas exhaustif. Alors vous exercez aujourd'hui donc ce métier d'avocat. 2 femmes, 2 hommes, 4 figures de la résistance qui entrent au Panthéon. Pierre Jox, en quoi est-ce symbolique et important pour la République? Tous les quatre non seulement ont été des résistants ou résistantes, mais tous les 4, chacun dans leur domaine, ont des fonctions qui peuvent incarner la République. Par exemple, Madame Tillon, que j'ai connue, Germaine Tillon. Elle était une vieille dame, c'était formidable. C'est une femme, elle était ethnologue. Elle a été une des rares intellectuelles pendant la guerre d'Algérie, pendant la période de la décolonisation, a expliqué clairement à quel point cette guerre était une guerre d'indépendance juste et que la politique menée par la France n'avait pas d'avenir, et que c'était mauvais. C'était une résistante, c'était une ethnologue, c'était, on peut dire, une savante. C'était une femme de cœur qui parlait de l'avenir de l'Algérie et de la décolonisation à partir d'une étude du terrain. Elle avait été en Kabylie, etc. Bon. Alors on pourrait dire la même chose de Jean Zay. Jean Zay, ça a été un très jeune ministre de l'Éducation nationale. Il a été invectivé, chassé comme juif, mais aussi comme résistant, et c'est un homme qui a représenté pourquoi la République. La République, c'est aussi l'école. La Troisième République a été la fabrication de tout le système scolaire français, pour les garçons, pour les filles, pour les lycées, etc. Donc chacun a sa dimension. Évidemment, Brossolette. Brossolette, c'est un peu spécial, parce que mon père admirait beaucoup Brossolette, parce que moi, j'ai connu tous ces... de près, non, mais presque ces gens-là, parce que mon père était un ami de Brossolette, un collaborateur de Brossolette. Et Brossolette, dans sa génération, a été considéré comme une espèce de génie. C'était un homme très intelligent. Lui aussi était professeur à l'origine. Et lui, il a été un de ceux qui ont dit non à la collaboration de façon tragique, puisque finalement, c'est pour éviter de risquer de parler sous la torture qu'il s'est pas suicidé, il s'est donné la mort pour ne pas parler. Donc tous ces gens-là, et n'oublie pas évidemment Madame de Gaulle, qui, elle, issue d'une famille bourgeoise, a été, après sa participation à la résistance, a participé au grand mouvement de solidarité sociale qui était un des idéaux de la résistance. Donc ces 4-là, alors en plus 2 hommes et 2 femmes, ça tombe pas mal, c'est un bon choix. Mais à l'origine, on a le sentiment qu'il y a la volonté, Pierre Jox, de créer avec ce Panthéon une sorte de sanctuaire en réponse à la basilique de Saint-Denis pour les rois de France. Ce symbole est-il encore d'actualité? Ça vous fait sourire? J'avais pas pensé à comparaison avec la basilique de Saint-Denis, mais c'est pas si mal. Sauf que la basilique de Saint-Denis est un lieu religieux. Le Panthéon aussi, à l'origine, était une église. Ouais. Et puis, il s'agit de famille royale, donc par hérédité. Tandis que là, vous avez... alors, vous avez dit la République, non, c'est la patrie, aux grands hommes et femmes, la patrie reconnaissante. La patrie, la France au sens d'une patrie. Eh bien, c'est pas religieux, non, c'est une forme de reconnaissance globale, parce qu'au fond, au lieu de commémorer des individus sur leur tombe ou dans leur maison qui viennent des musées, réunir qui? Des écrivains, évidemment, Victor Hugo, Zola, des savants, des grands savants, ou des hommes comme ceux qui sont entrés ces derniers jours. Vous avez cité Jean Zay, vous avez d'ailleurs obtenu le prix qui porte son nom, c'était pour votre livre Cas de conscience, prix qui récompense une œuvre littéraire consacrée à la laïcité et aux valeurs républicaines. C'est quoi les valeurs républicaines, Pierre Jox? Aujourd'hui, on entend ce mot, République, il est devenu tellement galvaudé, tout le monde se l'approprie de l'extrême gauche à l'extrême droite en France. C'est quoi les valeurs républicaines? Non, tout le monde se l'approprie. Effectivement, il y a une tentative, je ne sais pas si elle aboutira, de parti de droite, l'UMP, de se rebaptiser les Républicains. La République, il faut bien se rappeler que ça a été très long à construire en France. La Révolution n'a pas construit la République. La Première République a tourné court. La Deuxième République a mal tourné avec Louis-Napoléon Bonaparte. Donc, entre la Révolution et l'installation de la République de façon solide, il y a un siècle. Donc, la République, elle est
elle a son origine dans le siècle des Lumières. Il y a un déclenchement avec la Révolution française, mais il y a un siècle pendant lequel la République n'arrive pas à s'instaurer. Et les républicains, c'est d'abord ceux qui se sont battus pour la République, contre la monarchie, contre l'Empire. Mon arrière-grand-père, de côté Joxe, était un fondateur d'un journal républicain sous le Second Empire. Un journal républicain sous le Second Empire, c'était un délit, presque. Sous certaines conditions, on pouvait publier un journal. Dès qu'on prenait des positions trop républicaines, le journal était interdit, on pouvait aller en prison. Donc les républicains, pendant un siècle, ce sont ceux qui ont voulu instaurer la République. À partir de la fin du XIXe siècle, la Troisième République, qui finit mal, la Quatrième République, qui finit mal, la Cinquième République, on est dedans. Donc je ne dirais pas que tout le monde est républicain, tout le monde se réclame de la République, mais ce ne sont pas des gens forcément qui se sont battus pour la République. Les résistants se sont battus pour la République contre le nazisme. Je me rappelle quand on était enfant, qu'on disait du mal des Allemands, mon père, qui était résistant, nous interdisait de dire du mal des Allemands. Il disait c'est les nazis. Il ne faut pas confondre l'Allemagne distinguer le régime et le peuple. Hitler. Il ne faut pas confondre le régime nazi et le peuple allemand. Pierre Joxe, nous discutons des panthéonisations, des valeurs républicaines, de la laïcité également. Mais très franchement, pour les jeunes que vous défendez aujourd'hui au prétoire, ce sont parfois des jeunes perdus, en détresse. Très franchement, comment leur expliquer aujourd'hui ce que sont les valeurs républicaines et en quoi, à leurs yeux, voir à la télévision des images qui tournent en boucle sur cette cérémonie, ça peut parler? On a le sentiment qu'il y a quand même une déconnexion totale entre ces cérémonies et entre ces discours et entre la réalité dont souffre une partie de la population. Ah ben, on peut dire exactement le contraire. Alors, parce que les jeunes qu'on voit dans les tribunaux pour enfants, dont je m'occupe depuis maintenant quelques années, à temps partiel, mais avec beaucoup d'intérêt, pour la plupart, ce sont des enfants, non pas sans famille, mais sans famille réelle, ou abandonnés, ou détruits par une absence de famille, par une déscolarisation, par une situation matérielle et psychologique. Et une immense majorité d'entre eux sont des enfants de nos colonies, de nos ex-colonies. Black, beurre, comme on dit aujourd'hui, beaucoup d'entre eux sont des enfants, des adolescents, surtout des garçons, assez peu de filles, qui ne savent pas en effet très bien où ils en sont. Ils savent qu'ils sont français, ceux qui sont nés en France sont français. Leurs familles sont souvent d'origine algérienne, africaine, et ils ont souvent une interrogation, comme on a pu le voir dans différentes circonstances publiques, où certains sont choqués de voir que ces enfants-là n'ont pas un comportement de petits Français comme les autres. Ce ne sont pas des petits Français comme les autres. Pourquoi ? Parce que pendant très longtemps, c'était des petits Français d'origine italienne. Qui étaient maltraités dans les écoles. Quand j'étais enfant, à l'école, les Ritals étaient maltraités, pas dans ma famille, qui était une famille antiraciste. Pendant très longtemps, les Espagnols, les Portugais, les immigrés, les Savoyards, les petits Savoyards, c'était des voyous. Même les gens originaires du fond du Cantal ou de la Bretagne, c'était des Péquenots. La France a toujours mis un certain temps à assimiler les éléments d'immigration. Mais la France, Pierre Joxe, c'est la République, pardon de vous couper, c'est le triptyque liberté, égalité, fraternité. Parfois, ces jeunes disent il y a la liberté, il y a la fraternité, mais il n'y a pas l'égalité, justement. Il en manque un. Ils n'ont pas l'impression qu'ils ont la liberté. Le contrôle aux faciès des jeunes dans les métros et dans les RER qui pourrait cesser par l'institution d'un procès-verbal qui a été promis par Hollande pendant sa campagne et qui n'est pas réalisé. Ça existe dans beaucoup de pays. Ils n'ont pas l'impression de liberté, ils n'ont pas l'impression d'égalité, ils ont l'impression de grandes inégalités sociales, culturelles et en plus liées aux faciès, comme on dit. Et alors l'impression de fraternité, ça leur manque beaucoup et ils la trouvent souvent plus, en effet, dans un repli communautaire. On peut comprendre que la recherche de la fraternité, de l'amitié, de la sécurité puisse se faire dans un repli sécuritaire, lorsque la République, justement, n'est pas suffisamment ni libre, ni égale, ni fraternelle. Pierre Joxe, j'aimerais vous montrer une image qui va bien entendu vous rappeler des souvenirs, puisqu'il s'agit, en ce jour de commémoration au Panthéon, d'une image historique concernant ce site emblématique. C'était en 1981, 10 jours après l'élection de François Mitterrand. Vous êtes sur cette photo, vous êtes à droite. Non, je suis un peu sur le côté. Vous êtes sur le côté, exactement. Non. On voit en blanc notamment Roland Dumas. Vous êtes à côté de Jack Lang, il me semble. Que vous évoque cette image ? Mais c'était un sentiment formidable, parce qu'en même temps, c'était pas seulement la victoire de la gauche, l'élection de François Mitterrand, c'était l'aboutissement d'une longue marche de l'union de la gauche, chose dont on ne parle pas assez aujourd'hui, et qu'on pratique encore moins. Et c'était le sentiment qu'en effet, quand Mitterrand, avec Sarraute et Jaurès, etc., on avait l'impression d'un aboutissement républicain. C'est-à-dire que la réalisation de la République, c'est pas seulement
la fin de l'Empire, de la monarchie, c'est aussi la République sociale. Et les résistants, le programme du Conseil national de la résistance, c'était un programme social. On pourrait même dire socialiste. Et donc les résistants étaient tous, même Madame de Gaulle, qui n'était pas socialiste, qui était une famille... Tous ces gens-là étaient animés par l'idée que non seulement on allait restaurer la République, l'indépendance nationale, et aussi plus de justice sociale. Mais plus de justice sociale, il ne reste plus grand-chose justement de ce programme commun aujourd'hui en France. Pourtant, les socialistes sont au pouvoir. Comment expliquez-vous que toutes ces idées soient un peu tombées aux oubliettes? Elles ne sont pas tombées aux oubliettes. Elles ne sont pas tombées aux oubliettes, d'ailleurs vous les connaissez, moi aussi, ça. Ce qui est vrai, c'est que l'absence d'une politique de rassemblement de la gauche empêche beaucoup le gouvernement actuel de mener une politique de gauche. C'est vrai que pour mener une politique de gauche, il faut rassembler toute la gauche. Ce n'est pas un mystère, ce n'est pas un secret. Ça a fonctionné et ça fonctionnera un jour encore. Lorsque Jean Moulin est entré au Panthéon avec le fameux discours d'André Malraux, c'était en 1964, on était 20 ans, même pas après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, on aurait presque envie de dire pourquoi des illustres personnages plus récents n'entreraient pas au Panthéon, d'une part, des années 90 par exemple, non pas des années 2000, qui nous auraient quittés en tout cas il y a quelques dizaines, 20 ans. Et surtout, pourquoi est-ce qu'il serait toujours issu de ce combat, même s'il est noble, de la résistance, de la guerre? Pourquoi pas d'autres figures? Alors, il n'y a pas au Panthéon que des figures qui ont une origine politique. Il y a des grands écrivains. Il est vrai que c'était des écrivains qui avaient un engagement politique, social, comme Zola et Victor Hugo. Il y a des grands savants. Bon. Et heureusement, la France n'étant pas occupée depuis quelques lustres, il n'y a pas lieu à une résistance. Ouais. Donc il n'y a plus d'autres critères, non? Non, mais je pense qu'il est normal qu'on ne fasse pas entrer au Panthéon un homme ou une femme avant qu'un temps suffisant ait permis de mesurer qu'il était ressenti par l'opinion comme une gloire de la patrie. Et des héros d'aujourd'hui, selon vous, plus récents, plus contemporains, qui nous parleraient plus, qui seraient-ils? Pour entrer au Panthéon? Ouais. Pour le moment, j'en vois pas immédiatement. Pas forcément. Mais ça peut venir. Merci beaucoup Pierre Jox d'avoir accepté de répondre à nos questions dans 64 minutes sur TV5 Monde. Je rappelle donc que vous êtes magistrat, ancien président de la Cour des comptes et que vous avez été à de nombreuses reprises ministre sous François Mitterrand. Merci à vous d'avoir témoigné dans ce journal.